Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, comme vous le savez, on parle d'asiatiques, d'arabes, de blancs, de roms, de noirs, tout cela sans complexe. Aujourd'hui, nous allons prolonger notre analyse des questions raciales pour entrer dans la sphère intime et parler du coût mental du racisme. Stress, anxiété, dépression, traumatisme. Quels sont les effets du racisme sur les personnes qui les subissent ? Puisqu'on a vu que le racisme est hélas encore partout. Quels sont les impacts sur la santé mentale, notre bien-être émotionnel, social, individuellement et collectivement, sur la qualité de notre vie ? C'est une question complexe et nous n'avons évidemment pas la prétention d'y répondre de manière définitive, ni de remplacer un praticien. Mais comme d'habitude, on aime ouvrir la boîte aux questions. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Raki K, qui a accepté de nous livrer son expertise. Raki, bonjour. Bonjour. Bonjour Raki. Alors tu es psychologue, docteur en psychologie sociale, tu es aussi consultante et formatrice dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Tu travailles notamment dans un cabinet de conseil spécialisé dans la mise en œuvre des politiques diversité. Et ce que dit ce cabinet, c'est nous accompagnons les entreprises dans le déploiement d'une culture inclusive. C'est ça. Alors on est vraiment contente de te recevoir. En plus, on ne se connaît pas. Voilà, on s'est jamais vu. Tu nous as envoyé un mail pour nous parler de ton travail et on s'est dit mais c'est vraiment l'occasion de parler de santé mentale parce qu'on voulait aborder la question depuis longtemps avec Rokhaya dans Kiffe ta race. Et voilà, quand on a reçu ton mail, on s'est dit c'est l'occasion. On va inviter Raki. Et c'est juste, j'en profite pour dire qu'on reçoit plein de mails auxquels on répond pas. En fait, on les lit, mais vos mails sont d'une telle qualité qu'on se dit qu'on veut prendre le temps de vous répondre correctement et en fait, on le trouve jamais. Mais voilà, sachez qu'on vous lit et qu'on est désolé de pas répondre, mais vraiment, ça nous nourrit et la preuve, c'est qu'on a fait venir Raki qui nous a contactés en détaillant son travail. Merci, je suis vraiment très heureuse d'être là. Comme tu sais, dans Kiffe ta race, on demande à nos invités si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment ? Alors oui, je me situe sur le plan racial, je dirais que je suis noire. Voilà. Et je l'ai toujours su. Tu as toujours su. Mais genre depuis ta naissance. Depuis ma naissance, puisque nous avons une façon de vivre qui est particulière. Et donc pour moi, je l'ai toujours su, même si ça n'avait pas une importance particulière. Voilà, je sais que je suis noire. Mais ça veut dire que, excuse-moi, je suis curieuse du coup, mais parce que non, généralement t'es noire parce que d'autres ne sont pas noirs. Est-ce qu'il y a un élément de comparaison qui t'est apparu très tôt dans ta jeunesse ou est-ce que c'est parce que tes parents vous définissaient comme ça ou... Je pensais à l'émission justement et je me suis souvenue qu'en maternelle, nous étions deux noirs dans l'école. Oui. Donc généralement, ça aide à se rendre compte. Je l'ai su très tôt. Et le fait de voyager, d'aller au Sénégal assez souvent, dès mes 3 ans, fait que je sais depuis toujours que je suis noire. D'accord. On va parler de ton travail directement. Donc, dans ton travail de psychologue, tu reçois des patients. Est-ce qu'il y a des patients qui souffrent des conséquences qui sont liées aux effets du racisme ? Et est-ce que toi, tu as identifié des symptômes ? Et est-ce que tu penses que le racisme peut apparaître comme étant un facteur aggravant des problèmes psychologiques, voire psychiatriques ? Oui, alors j'ai ouvert le cabinet depuis 1 an. Et je reçois beaucoup de personnes et si j'évalue un peu le profil de mes patients, de mes patientes, elles sont à 90 voire 95% noires. Donc elles viennent généralement... Ce sont des femmes en majorité. Des femmes en majorité, voire quasi exclusivement. Des femmes de 20 à 50 ans. Donc ça c'est large quand même. Ouais, c'est assez large, 20 à 50 ans. Des femmes actives pour la plupart. Certaines sont en arrêt maladie depuis quelques mois et pour burn-out. Voilà. Et pour celles qui sont en burn-out, c'est directement lié au racisme. Ah. Ouais. Donc c'est ce que j'ai identifié parce qu'elles subissent des pressions, des remarques directement liées à leur couleur de peau sur leur lieu de travail. Et du coup, quand je te demandais, est-ce que toi, tu as identifié des symptômes et est-ce que le racisme, c'est un facteur aggravant ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé du coup dans ton travail, dans la parole que tu as échangée avec tes patientes ? Oui, totalement. C'est-à-dire que, alors, sur la problématique du racisme, il y a plusieurs niveaux. Donc, on parle du racisme comme étant l'action d'une personne extérieure envers une cible, donc qui est racisée. Donc, on a les discriminations, les préjugés, les stéréotypes. Donc, on reviendra dessus si vous voulez qu'on distingue un petit peu ces termes. Et nous avons donc des effets discriminatoires, de non-accès à certains emplois ou services. Dans le racisme, on a aussi l'effet des stéréotypes sur la personne elle-même, même sans la présence de l'autre. C'est-à-dire,
Qu'elle intériorise les stéréotypes. Intériorise les stéréotypes, ou le simple fait d'y penser, en fait, suffit à avoir des effets sur leur manière de se comporter, sur le stress ressenti au quotidien. Quand tu dis, excuse-moi, je te demande de préciser, quand tu dis d'y penser, ça veut dire qu'elle pense à quoi exactement et comment ça les stresse? Alors, justement, là, je vais parler de mon travail de thèse parce que j'ai travaillé sur l'effet de menace du stéréotype, donc qui est une théorie qui a été élaborée aux États-Unis en 1995 par Steele et Aronson. Donc, c'est une théorie qui est là pour expliquer des différences qu'on observait entre les Afro-Américains et les Blancs-Américains. D'accord. Donc, les psychologues ont observé que les Afro-Américains avaient des notes systématiquement en dessous des Blancs-Américains à Stanford, donc grande université. Ils étaient là parce qu'ils étaient performants, ils étaient bons, mais quelque chose les empêchait d'être au même niveau que les Blancs américains. Et donc, Steele est allé voir les étudiants sur place, et ce qui ressort des entretiens, c'est que les étudiants se disent « je suis le seul noir, ou presque, dans l'université ou dans ma classe. Tout le monde dit que les noirs ne sont pas intelligents, donc je dois faire un effort supplémentaire pour leur montrer que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour moi, ce n'est pas vrai pour mon groupe. Et donc, j'y pense, en fait. La situation me fait penser au fait que tout le monde pense que les Noirs ne sont pas intelligents. Et donc, je me mets tellement de pression, de stress, d'anxiété, que je finis par ne pas y arriver. Ou alors d'y arriver moins bien que les autres. Et donc, quand la situation ne me fait pas penser à ce stéréotype-là, ma performance est équivalente à celle des autres. En gros, on les a placés face à une épreuve équivalente. D'une part, on leur faisait croire que c'était un projet d'étude, et d'autre part, il n'y avait pas le même enjeu. Oui, c'est-à-dire que donc, moi, je suis psychologue, mais ma spécialité, c'est la psychologie sociale, donc qui a pour objectif d'expliquer les phénomènes. Et pour expliquer, il nous faut pouvoir contrôler l'apparition des différents facteurs. Donc, on met en place des expériences. Et donc là, pour mettre en évidence l'effet de menace du stéréotype, les chercheurs ont pris une population afro-américaine et blanche américaine, les ont mis dans deux conditions différentes. Donc, dans une condition, le test d'intelligence était présenté comme un test d'intelligence, donc c'est écrit test d'intelligence avec plusieurs questions. Pour l'autre moitié de la population, qui est mélangée, afro-américain et blanc-américain à chaque fois, on présente le même test, les mêmes questions avec une étiquette différente, donc test de raisonnement ou test verbal. Et donc, quand on fait ça, on se rend compte que lorsqu'on dit que c'est un test verbal, les performances sont absolument équivalentes entre les noirs et les blancs. Quand on dit que c'est un test d'intelligence, donc là on active le stéréotype, les noirs ne sont pas intelligents, etc. On a une différence significative de performance entre les Afro-Américains et les Blancs-Américains. Donc les Afro-Américains réussissent moins bien que les autres. Et donc ça c'est un effet qui a été démontré en 1995, mais qui a été généralisé à quasiment toutes les populations. À partir du moment où un stéréotype négatif est associé à votre groupe, vous pouvez être cible de cet effet. Et donc du coup, quand tu parles de burn-out, ça veut dire que c'est fatigant pour ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est une charge qui pèse sur elles. Alors là, dans le test que tu évoques, c'est une charge qui va réduire leur performance. Donc c'est quelque chose qui, c'est un boulet en fait, quoi. C'est-à-dire que ça les tire vers le bas. Mais pour les personnes que tu as évoquées tout à l'heure, qui sont tes patientes, quand tu parles de burn-out, ça veut dire que le fait d'y penser, le fait de vivre avec ça, non seulement ça leur enlève une certaine estime d'elles-mêmes, mais en plus ça les fatigue, ça les épuise au point d'en arriver à quelque chose et le burn-out, c'est quand même quelque chose d'assez radical, quoi. Alors pour les patientes qui arrivent jusqu'au burn-out, l'explication n'est pas uniquement la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, elle touche tout le monde. Parce que quand j'ai fait ma thèse ensuite sur les Noirs en France, je me suis rendu compte que ceux que j'ai interrogés le vivent au quotidien. C'est-à-dire, au quotidien, je fais attention à venir à l'heure, à sentir bon, à parler doucement, etc., etc. Donc, c'est une charge mentale au quotidien. Donc, les personnes que je reçois au cabinet, non seulement il y a cette charge mentale au quotidien, mais en plus, elles subissent des remarques de la part d'un supérieur, d'un collègue. Je cite une dame qui ne vient plus maintenant, mais d'un certain âge, qui est venue après de longs mois d'arrêt maladie. Au début, elle n'arrivait pas à me parler de son travail. On parlait de tout et de rien, mais pas de son travail, parce que c'était tellement douloureux qu'elle n'arrivait pas à en parler. Et un jour, elle a réussi à m'en parler, et elle m'explique, je suis dans un open space, je suis la seule noire, et ma supérieure, à chaque fois, me dit, mais... je vais changer le prénom, Amandine,
Amandine, vous avez bien envoyé une mail. Amandine, vous avez fait ceci. Amandine, vous avez fait cela. Donc, elle lui fait des critiques ouvertes devant tout le monde pour des choses très, très basiques, très, très simples, pour ternir un petit peu son image. Alors, je ne sais pas si l'objectif, c'est de ternir son image à ce moment-là, mais c'est-à-dire que la manière qu'elle a de travailler avec elle, de parler avec elle, fait que cette personne-là lie ce comportement-là avec son origine ethnique, et donc... se sent harcelé, en fait. Se sent harcelé, et pointé du doigt par rapport au reste des voilà. collègues. Et effectivement, ce qui la distingue, c'est ça. Et donc, tu as parlé de stéréotypes. Raki, j'aimerais que, du coup, on puisse définir ça, parce que comme tu dis, il existe des stéréotypes pour beaucoup de gens, mais est-ce que l'impact de ces stéréotypes sur notre personne, parce que tu parles là tu as fait une thèse sur des groupes qui étaient négativement stéréotypés, donc il y a des stéréotypes qui sont neutres, même parfois positifs, et du coup leur impact sur notre perception de nous-mêmes, elle est différente. Je pense par exemple, quand je parle des Asiatiques qui sont stéréotypés comme étant des performants, des personnes qui sont studieuses, qui sont scientifiques, qui sont voilà, ça c'est un stéréotype qui n'impacte pas de la même manière les personnes qui le subissent qu'une personne noire qui est stéréotypée de manière non intelligente. Voilà. Je reviens juste sur le terme stéréotype, puisqu'on utilise stéréotype, préjugés, un peu l'un pour l'autre, alors qu'il y a une distinction entre les deux. Les stéréotypes, ce sont des croyances partagées entre un groupe social donné vis-à-vis d'un autre groupe social donné. Donc, ils peuvent être positifs, négatifs ou neutres. Par rapport aux Noirs, on a des stéréotypes positifs. Ils sont sportifs, chaleureux, voilà. Et encore, on peut se demander si c'est vraiment positif. Négatifs comme pas intelligent, pauvre, toujours en retard, etc. Et pour les Asiatiques, on a des éléments très positifs comme ils sont intelligents, ils sont performants, etc. L'effet de menace, il est associé au stéréotype négatif. Mais le stéréotype positif peut aussi avoir un effet menaçant, c'est-à-dire que vous êtes asiatique et vous savez que votre groupe est perçu comme étant très performant dans tel ou tel domaine, vous allez aussi avoir la pression de bien faire. Voilà. Donc on peut aussi avoir l'effet inverse, se mettre la pression pour bien faire et finalement ne pas réussir à bien faire. Je pose la question parce que c'est l'occasion. Des personnes qui me disent oui, mais nous les Français à l'étranger, on est aussi stéréotypés comme étant le béret, la baguette, et que on est des gentlemen, on est des. Est-ce que ça c'est un stéréotype et quel impact ça peut avoir sur ces personnes-là? Les stéréotypes n'ont pas forcément d'impact négatif sur la santé mentale. Voilà. Donc tout dépend de la situation. Il faut que vous soyez en situation de performer. C'est-à-dire que la définition de la menace du stéréotype, c'est que j'ai peur de confirmer par mon comportement ou ma performance, le stéréotype associé à mon groupe. Voilà. Donc je suis française, je vais à l'étranger, je suis stéréotypée comme mangeant aimant le bon pain, pour ce qui me concerne, c'est totalement vrai, quoi. Le pain, ils ne sont pas menacés par ce stéréotype, non. Bon, tu n'as pas été discriminée parce que tu mangeais du pain. Donc ouais, je pense pas que les Français soient hyper stressés par l'idée. Tout dépend du contexte. Ouais. Voilà. Oui. Donc si vous êtes française et que vous savez que vous êtes stéréotypée comme étant des râleurs ou des personnes, je sais pas quel autre stéréotype, et que vous vous retrouvez dans une instance internationale et que vous représentez votre pays, vous allez vous dire je vais faire attention à ne pas confirmer tel ou tel stéréotype. Donc tout dépend du contexte. Et j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'internalisation de ces stéréotypes. Parce que moi j'ai grandi dans un environnement majoritairement blanc, parce que j'ai grandi en France. Et du coup, j'étais aussi l'une des seules asiatiques dans mes classes lorsque j'ai évolué à l'école. Et du coup, j'ai développé plein de techniques à l'époque pour minimiser le racisme que je subissais. C'est-à-dire qu'on disait ching chang chong, je faisais parce que j'avais pas envie d'aller contre le groupe. Je voulais montrer patte blanche, comme on dit. Je voulais pas broncher, ne pas faire style. Je voulais faire, je voulais pas aller contre ça et je voulais dire je suis hyper ouverte, je suis pleine de dérision. Et à ton avis, quel est le risque de cette internalisation pour les personnes, pour mon énergie et ma confiance en soi, parce que j'ai réalisé après que c'était pas bon de faire ça. Ta question, c'est quel est le risque de l'internalisation? L'internalisation, c'est un mot un peu fort. C'est-à-dire que quand j'internalise le stéréotype, c'est que j'y crois et que je me comporte en fonction de cela. Concernant les effets de menace, on n'a pas besoin d'internaliser. Le simple fait de savoir que l'autre me perçoit comme tel suffit à avoir un effet. Voilà. Donc ensuite, quand tu dis je suis la seule asiatique, donc j'essayais de montrer que je faisais partie du groupe, etc.
C'est peut-être parce qu'on t'a renvoyé des choses. Est-ce qu'on t'a dit des choses qui... C'est la fameuse assimilation, la fameuse intégration. C'est-à-dire que j'avais l'impression, sans qu'on me l'ait dit texto, que pour m'intégrer, il fallait que je ne me mette pas les gens à dos. Et que du coup, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille complètement dans leur sens et que je sois d'accord avec eux. Et que du coup, ce qu'ils croient que je suis, je vais l'être. Puisque c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, d'aller dans le sens contraire de ce qu'ils pensent. Là, on est dans une autre thématique de psychologie sociale, c'est le conformisme. Je vais essayer de me conformer à mon groupe pour ne pas être rejeté. Donc, je vais adopter les mêmes attitudes, les mêmes croyances que mon groupe pour ne pas être rejeté. Donc, d'un côté, on a le conformisme qui peut arriver dans n'importe quelle situation, mais en plus, là, on a le racisme qui s'y ajoute. Et ce que tu dis, je le retrouve parmi les personnes que j'avais interrogées dans ma thèse, qui me disent, pour ne pas être rejeté, je vais jouer un rôle. J'ai l'impression de jouer un rôle. Mais ça ne veut pas dire que tu as internalisé, que tu es d'accord avec eux, mais tu le fais pour ne pas être rejeté. Voilà. Et ça a un coût, bien sûr. C'est un coût psychologique. Tous les jours, tu y penses, tu fais des efforts, en fait. Et du coup, j'avais l'impression aussi que c'était une question de... J'ai l'impression d'être une autre personne. C'est-à-dire que dans un environnement de l'école, j'étais quelqu'un. Et puis, quand je sortais de là, j'étais quelqu'un d'autre parce que j'avais... soit j'avais d'autres personnes asiatiques autour de moi, donc j'avais l'impression d'être soulagée, de pouvoir parler de choses qui étaient évidentes pour tout le monde sans que j'aie à me justifier, sans rien. Et ça a été assez difficile, ces deux personnalités, pendant assez longtemps, parce que c'est que très tard, quand je suis devenue adulte, que je me suis rendu compte que je ne formais qu'une personne et que finalement, il n'y avait que moi qui me voyais double. Oui. Il n'y avait que toi qui se voyais double, puisque les autres ne voyaient que ton comportement extérieur, ils ne savaient pas. Mais moi, j'ai envie de te demander quel était le risque. Enfin, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre que te conformer ? Enfin, si tu ne te conformais pas, qu'est-ce que tu aurais pu dire ? Tu parlais justement vous évoquiez justement cette question de comment, du fait qu'on tient compte de la perception qu'on peut avoir, on modifie ce comportement. Et souvent, socialement, c'est pas admis de dénoncer le racisme. Et c'est vrai que généralement, les personnes minimisent les personnes qui sont pas visées, en disant c'est pas grave, c'est une blague, tu n'as pas d'humour, tu devrais prendre de la hauteur, un peu de recul, il y a rien de malveillant, etc., etc. Et est-ce que soi-même, on peut du coup se retrouver dans une situation où on culpabilise parce qu'on note des choses racistes, mais que en fait, autour de soi, personne ne considère que c'est aussi grave que ce que nous, on ressent. Oui, bien sûr. Mais justement, quand tu parlais, je pensais aux entretiens que j'avais menés. Et quand les gens sont face à des remarques, des blagues, tu vois, des petites blagues sur ton origine, etc., sur le moment, ils ne réagissent pas parce que c'est un mécanisme de défense, en fait. Je ne réagis pas, je me protège. Mais après, ils ressentent de la colère. C'est-à-dire, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Ils se refont le film. Ouais, je fais ça tout le temps, moi. Enfin, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que je me dis, j'aurais dû dire ça. Et du coup, je me fais des scénarios pour la prochaine fois. Et quand je suis face encore à une situation, la même situation, et ben, je reste dans cette sidération où je ne fais rien. Non, mais après, c'est normal parce qu'on n'est pas forcément prêt à contre-attaquer après une attaque qui nous surprend toujours à des moments où on n'est pas prêt. Non, je parlais juste de l'état d'esprit qu'on a quand à la fois on nous dit à l'extérieur qu'il ne faut pas parler, mais nous on sait qu'on doit parler. Donc est-ce qu'il y a une forme de culpabilité ? Comment on le gère ? On culpabilise, mais on ne sait pas en fait si on doit le dire, si on peut pas, si on doit le dire ou pas. Quels sont nos moyens de recours ? Parce que le racisme est puni, aujourd'hui le racisme est puni, dans le travail c'est puni, etc. Mais les personnes ne savent pas. Donc elles ne savent pas ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent faire, quels sont leurs moyens pour réclamer une égalité de traitement. Le racisme est puni. Moi, quand je regarde la télé... En fait, c'est-à-dire que en théorie, c'est puni. Ça. Mais comment on prouve ? C'est toujours le problème de la preuve, en fait. C'est-à-dire que... parce que là, quand tu parles de culpabilité, c'est aussi que... Moi, j'ai l'impression, souvent, quand on est face au racisme, il y a beaucoup de minimisation du racisme. C'est-à-dire que... Et ça, pour moi, ça a un poids aussi sur mon... Des fois, quand je suis face au racisme, je sais à qui je ne vais pas en parler. Parce qu'il y a une personne qui va me dire « Non, mais
mais tu vas encore me parler de racisme, t'es vraiment parano, tu penses qu'à ça. Et déjà, rien que de savoir que cette personne-là pense ça, c'est un poids pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de la convaincre, en fait. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais que ça, c'est raciste, en fait. Et j'ai pas envie de m'épuiser, en fait, à aller persuader des gens qui, de toute façon, se disent que ça n'existe pas. Et ça, pour moi, c'est un élément de fatigue, ça. La minimisation de ce que je vis, c'est quelque chose qui me fatigue. Et après, le deuxième truc, c'est que légalement, c'est pas le racisme en lui-même qui est illégal, c'est le fait de formuler des opinions qui peuvent inciter à la haine, etc. Mais en réalité, le racisme, déjà, c'est une idéologie. Donc, en réalité, on est libre d'être raciste dès lors qu'on n'énonce pas des propos qui contreviennent à la sécurité d'autres personnes en étant... Donc, du coup... Oui, on ne peut pas provoquer à la discrimination, à la haine, etc. Mais on peut dire des propos racistes et on ne peut pas aller devant le juge, porter plainte parce que quelqu'un a fait ching-chong, quoi. Sauf si c'est harcelé. Après, quand ça se c'est-à-dire une seule remarque, je ne sais pas, quand ça se est-ce que c'est une injure, est-ce que ça va être reconnu comme une injure, quand c'est répété, c'est du harcèlement. Mais même la caractérisation juridique, elle est très difficile, quoi. Si c'est dans la rue, c'est quelque chose. C'est une injure. C'est une injure. Si c'est dans un média, c'est encore autre chose, puisque ça a une portée plus grande. C'est ça. Si c'est au boulot, on te l'a dit vite fait. Si après, c'est un dans boss, une blague. Si c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, et si c'est quelqu'un qui représente la nation, par exemple, c'est encore autre chose. C'est vrai que c'est hyper circonstancié. Et moi, j'ai une question sur... là, on a parlé de tout ce qui est les effets du racisme, ce que ça peut faire pour un impact sur soi. Une fois qu'on sait qu'on est la cible de racisme et qu'on a un problème avec ça, que ça nous affecte, quel est le taux d'accessibilité à des soins? Est-ce que les personnes qui subissent le racisme, les personnes racisées, ont accès aux psys? Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que les psys, c'était un truc de blanc. C'était pour les gens qui avaient de la thune. Donc, c'est un truc de classe sociale. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent aller se mettre sur un canapé et aller raconter, blablater leurs problèmes. Mais nous, on a autre chose de plus important à faire. Il faut si ça n'atteint pas notre capacité corporelle, pas besoin d'aller voir le docteur. Est-ce que toi, c'est quelque chose, cette barrière de classe, cette barrière de culturelle aussi, c'est quelque chose que tu peux voir chez tes patientes? Est-ce qu'il y a un travail à faire avant d'arriver jusqu'à toi en tant que praticienne? Je le vois chez mes patientes et je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée dans des études de psychologie, mes parents m'ont dit « mais c'est quoi ça ?» On ne connaît pas, ça va mener à rien. Fais chirurgienne plutôt. Voilà. Truc concret. J'étais censée devenir prof de maths. En plus, j'ai commencé des études de maths, mais je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai voulu faire ça. Et tout le monde a essayé de me décourager. Mais bon, j'y suis quand même... Avec quels arguments? Du côté de ma famille, c'est fais prof de maths parce que c'est plus sûr, c'est carré, tu vas trouver du travail. Et quand c'était les conseillers d'orientation ou même les psys de l'université dans laquelle j'étais, c'était non, mais il y a beaucoup de chômage dans ce. Ah ouais, dans c'est ça, ils disent c'est bouché la C'est filière. bouché, voilà, exactement. La filière est bouchée. Pour toi, c'est bouché. Non, mais j'ai entendu pire. Mais comme quoi? La filière est bouchée, tu seras au chômage. Alors, elle a une boule de cristal, et c'est 5 ans, voire 10 ans plus tard, je serai au chômage. L'argument, c'était aussi mais ne va pas à Paris Descartes parce que là-bas, tu sais, avant c'était sectorisé et puis Paris Descartes c'était un peu la bourgeoisie, 16e, etc. Et moi, je venais de ma petite province du Nord et on me disait, bon, tu peux peut-être candidater à Saint-Denis ou Nanterre, éventuellement Ventaneuse, mais Paris Descartes, ils te prendront jamais. Voilà. Donc ça, je l'ai entendu. Mais c'est Paris Descartes qui m'a pris. Les autres ont refusé ma candidature. Donc ça, je l'ai entendu. Psy, c'est pas pour toi. Voilà. Et j'entends beaucoup, c'est un truc de blanc. Parce qu'on ne connaît pas. Voilà. On ne connaît pas et donc c'est pas pour nous. Voilà. Et comment les patientes arrivent à baisser cette barrière, justement, puisque tu dis qu'elles sont majoritairement noires et que dans beaucoup de familles afrodescendantes, il y a ce préjugé à l'égard des psychologues, et notamment parce que c'est une pratique culturelle qui est pas forcément très répandue en Afrique, dont sont originaires beaucoup de Noirs. Je dirais qu'on travaille beaucoup sur la communication, mes collègues et moi. On travaille beaucoup sur la communication depuis l'avènement des réseaux sociaux. Enfin, moi, j'essaie d'être un petit peu active et en communiquant sur qu'est-ce qu'un psy, pourquoi on va avoir un psy. Du temps où je faisais mes études, quand je disais je suis en psychologie, on disait je te parle pas, tu vas lire dans mes pensées. On dit aussi les psys c'est pour les fous. Donc, je suis pas folle, je vais pas chez les psys. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dans la population africaine en général ou extra-européenne, je dirais.
C'est par la communication. Parce que toutes les personnes qui viennent me voir, elles sont venues me voir parce qu'elles ont lu un post, parce qu'on leur a recommandé, parce qu'on déconstruit sur le terrain, jour après jour, que le psy, c'est pas pour les fous, c'est pour tout le monde. À partir du moment où tu as une problématique, à partir du moment où tu as un mal-être, tu peux aller voir un psychologue. Et est-ce qu'il y a des pesanteurs qui viennent aussi de l'héritage, l'héritage culturel, le fait d'être tiraillé entre deux cultures, par exemple? C'est-à-dire qu'on on a des parents qui sont immigrés, qui nous élèvent dans un certain cadre, avec un certain type de recommandations, et en fait, socialement, on nous attend ailleurs. Et du coup, on est toujours en train de naviguer d'un point à l'autre et d'essayer de faire se rencontrer des injonctions presque contradictoires. Oui, enfin, je pense que les personnes sont de toute façon tiraillées entre l'origine de leurs parents et... Et je sais que ça arrive à des gens qui ne sont pas d'origine africaine, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a des parents immigrés, on peut avoir cette volonté de ne pas trahir des parents qui sont déjà stigmatisés socialement. Et du coup, le fait de s'affirmer en tant qu'individu qui a des croyances et des valeurs différentes de ses parents, ça peut aussi nous rendre solidaires d'une société blanche qui est déjà oppressive pour nos parents. Donc c'est juste cette question-là de comment on la gère, en fait. Est-ce que toi, tu as déjà eu des cas comme ça? Oui. Ah oui, ça, j'en ai... Quasiment à chaque fois. Enfin, les personnes viennent pour quelque chose en particulier. Et finalement, quand on explore un peu, on voit qu'il y a des contradictions, il y a des tiraillements entre mes parents veulent que je fasse comme ci, mais moi, je veux pas. Et donc, petit à petit, s'affirment. Et puis, on voit aussi parfois des différences dans les fratries. Donc, les premiers, généralement, se conforment aux attentes des parents. Les plus jeunes, moins, parce que les parents sont peut-être moins exigeants. Et donc, voilà. Donc ça, on le voit chaque jour. Moi, je ne suis pas négative sur ce point-là, parce que j'ai quelques personnes qui me disent c'est compliqué, on n'existe pas, on est entre deux mondes, et donc on n'existe pas. Mais non, on existe, on a les pieds dans ces deux mondes-là, et on compose au quotidien entre ces différentes injonctions. Mais c'est pas fatigant de composer, justement? C'est-à-dire d'avoir deux visages, deux cultures? Peut-être, oui. Et ça, est-ce que tu observes justement des conséquences de du fait de cette navigation en fait permanente ou pas? Parce que je trouve que ce sont des vécus qui sont totalement inexistants en fait dans l'espace public, notamment je pense au cinéma et à la télévision. Enfin, on voit des personnes qui sont volontairement en rupture avec leur famille, mais on voit pas beaucoup de gens qui essaient de composer sans se renier. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose... Enfin, cette subtilité-là, je trouve qu'elle n'existe pas vraiment dans les narrations publiques. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on est tiraillé comme ça, les personnes, à un moment donné, font un choix. Donc, soit elles choisissent de renier la famille, soit elles changent de travail, soit... Mais il y a des personnes qui choisissent de rester dans ces milieux-là et qui composent, mais en convainquant petit à petit, en changeant en fait les mentalités au sein des familles. Il y a des personnes qui réussissent à faire ça. Donc moi, j'avais une question, Raki, sur ce qu'on appelle le trauma intergénérationnel. Ça veut dire que c'est des choses qui nous ont été transmises par les personnes avant nous, nos aïeux. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience avec le génocide qu'ont vécu mes parents par rapport à ce qu'ils ont vécu au Cambodge, le génocide des Khmers rouges. Et ça a été transmis par des non-dits. Et j'ai mis très longtemps à réaliser ce qu'ils avaient vécu. Et ça m'a beaucoup affectée. Donc j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui revient dans les consultations que tu fais auprès de tes patients et patientes. Oui, les psychologues, certains utilisent le terme de télescopage. Des événements traumatiques qui se sont passés plusieurs générations avant sont transmis. C'est parce que c'est non verbalisé que c'est transmis. Donc, à un moment donné, les personnes viennent, elles ont un mal-être, elles ne savent pas d'où ça vient. Et moi, très régulièrement, on remonte sur plusieurs générations. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, si les personnes savent, on va explorer les générations précédentes pour mettre des mots sur ce qui s'est passé. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques pour les personnes qui ne sont pas blanches? En termes de trauma, des traumas qui sont récurrents, des choses qu'on voit. Bon, notamment, il y a le passé qui est lié à l'immigration, mais sont souvent des populations dont les aïeux ont vécu beaucoup de brutalité à travers la colonisation, à travers la ségrégation, l'esclavage. Donc, est-ce qu'il y a des choses, ou des gens qui sont issus de pays qui ont été en guerre et tout, est-ce qu'il y a des choses que tu perçois? Pour l'instant, je ne perçois pas. Parmi les personnes que je reçois. Mais je dirais que c'est quelque chose de commun à tout le monde. En fait, à partir du moment où il y a eu un traumatisme dans les générations précédentes, ça se transmet comme ça, c'est non dit, et ça fait souffrir les générations suivantes. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas rencontré ce cas-là. Et est-ce que tu as eu des patientes qui ont consulté des praticiens qui n'étaient pas racisés et qui en ont souffert? Est-ce qu'il y a un risque à consulter un praticien qui n'est pas racisé? Est-ce que c'est mieux de consulter un praticien racisé? Je dirais que tout dépend de la personne. Mais j'ai envie de te dire oui, puisque j'ai des gens qui clairement m'appellent. On m'a donné votre numéro parce que je cherchais un psy noir.
C'est aussi simple que ça. C'est très simple, oui, c'est très... Ouais. C'est très basique. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? C'est mieux si la personne que vous avez en face de vous a une certaine sensibilité, si elle a une certaine ouverture d'esprit, si elle connaît un peu les éléments que vous allez citer culturels, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai des personnes qui me disent « Oui, j'ai déjà consulté un psy il y a longtemps, mais bon, ça n'a servi à rien. » Ou « J'ai parlé de tel ou tel événement et... » Enfin, parfois, les psys disent des choses, s'offusquent. Pourquoi vos parents vous ont dit ça? Vous devez réagir comme ça, appeler les services sociaux, etc. etc. Tu vois. Oui. Et donc, j'ai des personnes, oui, qui ont eu une mauvaise expérience avec un psy ou qui consultent un psychiatre en parallèle pour avoir des médicaments et qui se rendent compte que la discussion ne peut pas aller plus loin que je vais mal en ce moment, donnez-moi tel médicament. Et oui, dans ce cas-là, les personnes se sentent beaucoup plus soulagées de venir chez moi ou chez un praticien racisé que chez quelqu'un qui n'est pas racisé. Mais au-delà de la question de la compréhension de certaines pratiques culturelles et d'un rapport aux parents qui peut être différent, parfois c'est juste la compréhension du racisme. Moi j'ai l'impression que parfois il y a des psys, comme ils sont blancs et qui n'ont pas expérimenté le racisme eux-mêmes, ils ne comprennent pas la détresse qui est liée à du racisme. Et en fait, ils vont peut-être identifier un stress, mais sans comprendre les sources. Et c'est plus une question d'incompréhension parce qu'ils ne sont pas capables, en fait, d'identifier le racisme et les conséquences et les dommages. Du coup, c'est aussi des gens qui doivent pas seulement être au fait de certaines cultures, mais vraiment de comprendre qu'est le racisme et que c'est pas uniquement une espèce d'hypersensibilité, quoi. Oui, effectivement. Je dirais même que c'est pas parce qu'on est blanc qu'on ne peut pas être un bon praticien pour une personne noire. Hein. Il faut cette sensibilité-là aussi. Il faut comprendre, il faut savoir que ça existe, il faut être sensibilisé à la question. Et donc, c'est pour ça que j'étais un peu prudente sur la réponse, parce qu'il y a des psys qui sont très bien et des psys noirs aussi qui ne sont pas du tout là-dedans et qui ne veulent pas du tout être assimilés à ça. Ça peut être assez dangereux. Du coup, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, moi, je dis aux patients, vous avez toute liberté de changer de praticien. Vous n'êtes pas obligé de rester avec la même personne si elle ne vous convient pas. Mais du coup, comment on fait pour trouver un praticien racisé? Parce que, par exemple, toi, ton nom, Rakika, bon, on peut s'imaginer que tu es racisé. Enfin, j'ai appris c'est très peu genré, je dirais même. Parce que parfois. Oui, c'est vrai, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui. On sait pas. J'ai reçu des mails, bonjour monsieur. Tu vois, mais c'est vrai que les noms ne sont pas toujours. Reflètent pas les origines, la couleur de peau de quelqu'un. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a certaines initiatives, certaines listes. Alors, moi, j'ai vu une liste qui circule sur Twitter. Parce que déjà, il y a eu pas mal de polémiques dernièrement par rapport aux médecins, de manière générale, sur des médecins qui pouvaient être des soignants un peu violents, parce qu'ils ont des préjugés sur leurs patients. Et il y a une femme médecin qui a raconté une anecdote qui a un peu fait peur à tout le monde. Et du coup, il y a des gens qui ont commencé à faire circuler des listes de médecins safe et aussi des listes de psy, justement pour que les gens sachent qu'ils vont à un endroit où on va pas... déjà, parce qu'en fait, il faut se dire aussi que les psys peuvent avoir des biais racistes. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Au-delà du fait de ne pas comprendre, ils peuvent aussi avoir des biais et donc un malaise qui se crée par rapport à ça. Et puis après, c'est le côté, est-ce qu'ils sont capables de prendre en charge des problèmes liés au racisme. Et c'est quoi cette liste du coup? Je sais pas, elle est sur Twitter en fait. Twitter, Elle a recommencé à circuler sur Twitter sur des réseaux un peu engagés, assez militants. Enfin, moi, je l'ai vu tourner, mais je pense qu'on peut la retrouver facilement. Oui, il y a une liste. Alors, je suis toi, t'as une liste aussi. Il y a une liste qui circule sur Psy Safe Inclusif. C'est un compte, c'est ça? C'est un site internet avec des psys qui ont donné leur accord pour apparaître sur cette liste. Donc je n'y suis pas parce que je connaissais pas, mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Sinon il y a des listes très informelles en fait. Des gens du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. C'est exactement ça. Ouais. Et puis on est très prudent. À créer des listes, une liste psy noire pour éviter des éventuelles polémiques. Ouais, après, si on se méfie des polémiques, on ne fait plus rien dans ce pays. Et du coup, j'avais une dernière question, parce qu'on arrive à la fin. J'aimerais savoir si tu penses qu'il est important de consulter quand on est la cible de violences raciales. On sait aujourd'hui que l'exil, c'est quand même quelque chose... Enfin, l'exil et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment des causes de mal-être émotionnel, psychologique, et que les personnes qui sont migrantes devraient consulter assez rapidement, parce que c'est un chamboulement de toute leur vie. Et moi, mes parents, ils ont subi l'exil, ils n'ont jamais fait ça. Je pense que ça se ressent dans comment ils ont vécu ensuite, comment on a été élevé, etc., qu'il y a eu ce mal-être, tu vois.
Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qu'il faut faire? Oui, absolument. Enfin, à partir du moment où il y a un mal-être lié à la situation d'immigration, etc., je conseille de consulter. Là, tu parles de personnes migrantes, mais des personnes qui sont nées ici, qui ont un certain mal-être lié à leurs origines, au racisme qu'ils subissent, aux discriminations, etc., bien sûr qu'elles devraient consulter. Voir un psy, c'est juste s'asseoir et parler, mettre des mots. Moi, j'entends très souvent des personnes dire « je me sens plus légère ». Voilà, je me sens plus légère. Je viens ici, je dépose de tout ce que j'ai, j'apprends, enfin je comprends, parce que moi je pose énormément de questions, donc on essaye de comprendre un peu tous les mécanismes. Et les personnes repartent plus légères, plus armées en fait pour affronter ces situations-là. Donc oui. Et du coup, on ne remercie pas le gouvernement qui envisage d'instaurer un délai de carence pour l'aide médicale des personnes migrantes en fait, parce que théoriquement elles devraient y avoir accès dès leur arrivée sur le sol français. Et là, il va instaurer un délai de 3 mois. Ouais. Voilà. Et du coup, j'en profite, parce que ce que tu as dit, c'est très intéressant sur l'exil. Il y a un documentaire qui a été réalisé par Alice Diop qui s'appelle La Permanence, qui filme une permanence d'accès aux soins qui reçoit en majorité des personnes migrantes sans papier. Et en fait, on voit beaucoup de personnes qui sont en souffrance physique et on comprend qu'en fait, il y a un contexte en fait, post-traumatique où la souffrance physique a fait écho à des traumatismes des pays dont ils viennent. Donc ça montre bien que voilà, c'est aussi politique de permettre à tout le monde de se soigner dès lors que la personne est sur le sol français. Merci beaucoup Raki, on arrive à terme de cet épisode de Kif Taras. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci de nous avoir écrit, merci de nous avoir parlé de ton travail. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez pensé de cette conversation autour du coût mental du racisme. Si vous aussi vous êtes la cible de racisme et que vous subissez un mal-être, est-ce que vous avez consulté, est-ce que vous pensez à consulter? Et à ce moment, n'hésitez pas à suivre les conseils de Raki. Si vous pensez au contraire que c'est scandaleux, ce qu'on a dit de consulter des psys en fonction de leur couleur de peau, de leur background social ou ethnique, vous pouvez aussi nous le dire, on peut comprendre, voilà, on est aussi ouverte à d'autres perspectives, d'autres points de vue. Vous pouvez, pour nous contacter, nous écrire à kiftaras@binge.audio ou contacter nous sur les réseaux sociaux en suivant le @kiftaras sur Twitter. Il y a une page Facebook Kiftaras et aussi le hashtag sur les autres réseaux sociaux. Kif Taras est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Raki. Merci à vous.